Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'Agence internationale de l'énergie, donc nos webinaires Université Afrique. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Olivier Lejeune avec nous qui va nous présenter le tout dernier rapport de l'Agence sur les marchés du pétrole. Avant de te passer la parole, Olivier, quelques éléments de mise en contexte. Donc, ces webinaires proposés par l'Agence internationale de l'énergie pour l'Afrique, alors ont lieu dans le cadre de programmes que l'agence développe sur le continent. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'AIE, donc nous sommes une institution intergouvernementale qui est vraiment au cœur du dialogue sur tous les types d'énergie. L'agence couvre toutes les technologies, toutes les énergies et travaille de plus en plus sur les questions liées au climat sous trois angles principaux. Le premier qui est de fournir, de collecter et de fournir les données sur l'ensemble des systèmes énergétiques. Le deuxième qui est de formuler des recommandations pour conseiller les politiques publiques de l'énergie. Et enfin, le troisième, c'est de soutenir la mise en œuvre, l'implémentation avec des activités concrètes, des renforcements de capacité, des formations, par exemple. Aujourd'hui, c'est donc dans le cadre d'un programme qui est soutenu par l'Union européenne que l'on se retrouve avec des activités de renforcement de capacité sur les statistiques et sur la modélisation et la planification énergétique de long terme. Donc cela concerne spécifiquement 10 pays d'Afrique subsaharienne et je vois qu'on a des participants du Sénégal, du Bénin et de la RDC. Donc je vous remercie de votre présence, mais on est également très heureux d'accueillir tout autre experts et professionnels de l'énergie africains intéressés par ces sujets. Je vous invite déjà à noter la date du prochain webinaire AIE Université Afrique qui sera jeudi 6 mai et qui portera sur le rapport que nous aurons sorti d'ici là sur les données énergétiques et les données d'émissions de CO2 pour l'année 2020 et les premières estimations pour 2021. Enfin, si vous n'êtes pas dans nos groupes WhatsApp et dans la communauté LinkedIn, n'hésitez pas à nous contacter. C'est un bon moyen d'être informé des dernières actualités et des dernières informations. Alors, avant de passer la parole à Olivier pour présenter plus en détail ce rapport, je voulais poser un petit peu le contexte du sujet du pétrole en Afrique, puisque le rapport développé par Olivier et son équipe considère la situation globale, même si on fera également un zoom sur l'Afrique. Et donc aujourd'hui, quand on regarde le continent, en termes de production, alors on a des grands producteurs et qui sont membres de l'OPEP que vous voyez en bleu foncé sur cette carte, avec par exemple le Nigeria, l'Angola, qui chacun ont une production de pétrole brut qui est au-delà d'1 million de barils par jour. On a d'autres producteurs qui sont membres de l'OPEC et d'autres producteurs qui ne le sont pas. On sera amené à y revenir. Et si on regarde côté consommation, on observe que là, vous avez les pays qui ont la principale consommation en produits pétroliers sur le continent. Et donc, on voit qu'on a évidemment les pays d'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud également, ainsi que des grands producteurs, le Nigeria, l'Angola, et d'autres économies particulièrement dynamiques comme le Kenya. Alors là, on regarde en consommation absolue de pétrole. Si on regardait la demande par habitant, on verrait qu'on aurait un petit peu dans le top 10 des pays, des pays avec une population relativement faible, comme Maurice, le Botswana, la Namibie. On aurait également les économies les plus avancées du continent, avec l'Afrique du Sud et les pays du Maghreb. Et on aurait également le Bénin, par exemple, qui est classé numéro 10 dans la demande de pétrole par habitant, ce qui peut s'expliquer par la part très importante du transport dans la demande finale en énergie dans le pays. Alors, si on regarde un petit peu où se positionne l'Afrique par rapport au monde sur quelques grands indicateurs, on voit que pour la production de pétrole ou pour le commerce net de pétrole, l'Afrique représente moins de 10% de la situation globale. Et pour la demande ou le raffinage de produits, on est à moins de 4%.
Mais si on regarde un petit peu plus comment les choses ont évolué ces dernières décennies, là sur la partie droite de la diapositive, vous pouvez voir l'évolution de la demande entre l'année 2010 et 2000 à gauche et entre l'année 2018 et 2010 à droite. Et on voit que cette demande est restée relativement stable, enfin, l'évolution de cette demande est restée stable au cours des 2 dernières décennies. En revanche, la production avait beaucoup augmenté au début du siècle, mais elle a diminué sur la dernière décennie. Et comme une conséquence immédiate de cela est que les exportations ont diminué. Alors, vous savez que dans ce programme de formation, on regarde à la fois les statistiques pour comprendre la situation actuelle, pour comprendre d'où on vient, mais on fait également de la modélisation de long terme en essayant de construire des scénarios et pour essayer d'anticiper à quoi le futur pourrait ressembler. Donc, c'est un exercice qui nous amène à nous poser les questions sur un horizon de temps assez lointain, de 20 ans, 30 ans, alors que l'exercice qui a été fait par Olivier et son équipe est sur des prévisions davantage de court et moyen terme. Mais si on regarde donc sur cet horizon de long terme, voici comment la production et de pétrole et de gaz naturel pourrait être amenée à évoluer d'ici 2040. Donc on voit que sur le pétrole, on aurait une stabilité par rapport au niveau actuel selon notre scénario de politique annoncée, alors que pour le gaz, on a une très forte croissance de la production avec, comme vous savez, des acteurs qui seront amenés à arriver, notamment le Mozambique, la Tanzanie ou l'Égypte, qui verraient leur production gazière augmenter de manière très importante. Et si on se repositionne sur la question du pétrole et qu'on regarde à la fois la production et la demande, ainsi que les capacités de raffinage, on voit qu'une conséquence directe, c'est que d'ici 2040, les importations de produits pétroliers devraient être amenées à augmenter à mesure que la demande en pétrole augmente et que la production, elle, reste à un niveau constant. Dernier point qui, lui, s'intéresse un petit peu aux revenus que les États peuvent développer à partir des hydrocarbures. Donc là, on a regardé sur les 10 premiers producteurs de pétrole et de gaz en Afrique, comment ont évolué les revenus nets liés à ces ressources. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très forte volatilité des revenus qui a trait principalement à la volatilité des prix, mais aussi au volume qui ont évolué. Si on regarde en parallèle comment les dépenses publiques ont évolué, on voit qu'assez naturellement, lorsque les revenus augmentent, les dépenses publiques sont elles également accrues. En revanche, dans les périodes de chute des revenus, il est parfois plus difficile d'aligner la diminution des dépenses publiques. Donc ça pose des vraies questions de gestion budgétaire pour les États qui reposent beaucoup sur les ressources pétrolières et gazières. Et quand on regarde un petit peu à l'avenir comment ces revenus pourraient être amenés à évoluer, alors personne ne sait précisément quels seront les niveaux de demande pour ces ressources africaines et quels seront les prix, mais dans notre scénario de politique annoncée, par exemple, on estime que d'ici 2040, le niveau des revenus n'atteindrait pas ce qui a été connu au début des années 2010. Et si on se place dans un scénario d'une transition énergétique accélérée, avec une demande en pétrole qui sera diminuée et avec une plus forte concurrence vis-à-vis des producteurs, donc africains et d'autres régions, on peut anticiper que les niveaux de revenus pour les pays africains seraient similaires aux plus bas qu'on a connus dans ces dernières années. Voilà, je m'arrête là sur ces premières informations de mise en contexte sur la situation africaine et ces éléments de très long terme pour que Olivier vous présente un petit peu plus comment les marchés mondiaux se sont comportés sur cette dernière année et quelles sont les prévisions à un horizon davantage moyen terme à 2026. Olivier, la parole est à toi. Merci beaucoup. Merci Arnaud. Bonjour à tous. Je suis très content d'avoir l'opportunité de vous parler ce matin. J'espère que tout le monde va bien. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Olivier Lejeune. Je suis français, basé à Paris. Je travaille avec l'Agence internationale de l'énergie depuis 5 ans maintenant. Ça fait faire à peu près 10 ans que je travaille sur le pétrole. Et donc, je suis en charge en particulier de l'analyse de la demande, donc de la consommation de pétrole
à travers le monde, dans tous les pays du monde et pour toutes les grandes familles de produits pétroliers, donc de l'essence en passant par le diesel, le kérosène, tout ce qui est considéré comme un produit pétrolier. Donc l'Agence internationale de l'énergie, elle a été créée dans les années 70 au moment des chocs pétroliers pour en fait coordonner les actions des pays consommateurs et les stocks stratégiques. Et aujourd'hui, elle garde ce rôle, même si elle est beaucoup plus que ça maintenant, en 2021. Mais elle garde ce rôle quand même. Et aussi, on publie un rapport tous les mois sur le marché du pétrole, voilà, qui donne un peu le pouls du marché, entre guillemets, sur plein de grandes variables, comme la demande, comme l'offre, le raffinage, etc. Donc, c'est mon travail, c'est de suivre le marché chaque mois. Et puis aussi, chaque année, on fait un rapport annuel qu'on vient de publier là, en mars 2021. Et donc, qui en fait regarde plus, je dirais, le moyen terme, c'est-à-dire les 5-6 prochaines années, qui correspond à peu près à un cycle d'investissement dans l'industrie. Et donc, c'était pas facile cette année de faire cet exercice parce qu'il y a la pandémie de Covid et que voilà, on est tellement pris dans le court terme et dans les changements d'un mois sur l'autre, entre guillemets, les annonces de fermeture, etc., que se projeter à 5-6 ans, c'était pas forcément un exercice facile, mais on a essayé de le faire. Et donc, voilà, je voulais vous présenter un peu les résultats ce matin. Et voilà, n'hésitez pas à poser des questions pendant la présentation ou après, si ça vous revient, si ça vous vient plus tard. Donc, j'essaie de switch. Voilà. Donc, je voulais juste commencer par présenter en fait la courbe de demande de pétrole maintenant telle qu'on la voit. Donc, on voit en fait qu'en 2020, il y a eu une très forte baisse de la demande de l'ordre de 9%, ce qui est tout simplement du jamais vu dans l'histoire de l'industrie. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une baisse de la demande de pétrole d'une année sur l'autre. On avait vu ce phénomène pendant la crise de 2008-2009, pendant les chocs pétroliers des années 70 aussi, mais c'est relativement rare et surtout l'échelle, enfin surtout le volume de baisse était absolument énorme. 9%, 9 millions de barils de jour, près de 25% et de 25 millions de barils de jour en avril 2020 au plus fort de la crise. Tout simplement parce que le secteur des transports s'est arrêté ou a fortement diminué son activité dans beaucoup de pays avec les confinements. Hein. C'est vraiment ça en fait. Les gens sont restés chez eux et donc ont moins consommé d'essence, de diesel, ils ont moins pris l'avion. Voilà. Et ça a créé cette baisse historique de la demande de pétrole. On pense aujourd'hui que la demande ne va jamais vraiment pouvoir rattraper sa trajectoire d'avant-crise et qu'il y a en fait plusieurs années de croissance de pétrole qui ont été perdues à jamais, entre guillemets, avec la pandémie. Si on compare la demande de pétrole avec l'activité économique, on voit aussi qu'elle a été touchée plus fortement que l'activité économique, qui a baissé de 3,5% au niveau mondial en 2020, voilà, contre encore une fois 9% pour le pétrole, donc quasiment 3 fois plus en termes relatifs. Et voilà, c'est assez intéressant du coup de suivre ça. Vous avez ici, donc en fait, on a pris deux mesures. Vous avez ici nos prévisions de croissance, d'une part entre 2019 et 2026, donc le niveau pré-crise et le niveau de 2026 qui correspond à nos prévisions, et de 2020 à 2026. Donc de 2020 à 2026, on prévoit une augmentation de 13 millions de barils jour de la demande de pétrole, mais la plupart de ce chiffre-là, la plupart du volume de ces 13 millions, c'est en fait un rattrapage de la crise. C'est tout simplement l'activité qui se redémarre une fois que le virus s'est passé. Si on compare la hausse de la demande en 2026 par rapport à 2019,
on est autour de 4,4 millions de barils de jour, ce qui est une hausse, certes, mais une hausse relativement plus faible, je dirais, que ce qu'on a vu depuis plusieurs décennies dans le monde. Donc, ça montre un certain ralentissement de la croissance, en fait, au cours des prochaines années. Alors, dans les pays de l'OCDE, je parle de l'Europe, je parle des États-Unis, du Canada, du Japon, de la Corée du Sud, ce genre de pays. Va y avoir un fort effet de rattrapage en 2021, en 2022, une fois que la pandémie est passée. Et après, la demande va quasiment arrêter d'augmenter, va atteindre un certain palier. Alors qu'en Asie, en Afrique, la demande va continuer d'augmenter, on pense, au cours des 5-6 prochaines années, parce que voilà, ces économies continuent de se développer et en fait, il y a plus de demandes de mobilité et de pétrochimie aussi. Donc, si on s'attarde un petit peu sur l'Afrique, qui correspond à la ligne vert turquoise, je ne sais pas si c'est très, très évident sur le graphe, on voit qu'en fait, la demande en Afrique va augmenter, va être la deuxième plus forte croissance au niveau mondial entre maintenant et 2026 en termes relatifs. Hein. Donc, ça s'explique très bien par, encore une fois, le développement des économies africaines et par l'accès plus généralisé, plus important aux mobilités, voilà, voitures, etc. Mais aussi par tout ce qui va avec le développement de l'activité économique, l'industrialisation, les mouvements de camions, les échanges de biens, etc. Si on regarde par contre en termes absolus, l'Afrique va contribuer moins que l'Asie à la croissance mondiale de la demande de pétrole parce que l'Afrique part de plus bas au niveau de sa demande de pétrole. Alors la pétrochimie, qui n'est pas forcément le secteur le plus sexy, si je peux utiliser ce mot-là, c'est un secteur qui utilise beaucoup de pétrole, mais qui historiquement était peut-être moins important que le secteur des transports. Il faut savoir que les transports, c'est environ 60% de la demande mondiale de pétrole à l'heure actuelle. Mais la pétrochimie va vraiment contribuer à pousser vers le haut la demande de pétrole au niveau mondial et aussi en Afrique dans les prochaines années. Et on ne voit pas vraiment à l'heure actuelle d'alternative à la pétrochimie. Et donc, voilà, donc c'est un secteur qui va continuer de fortement augmenter les prochaines années, qui n'a pas forcément beaucoup baissé non plus en 2020, pendant la pandémie. On a une baisse de l'ordre de 0,5%, 1% peut-être. On est encore en train de regarder les chiffres. Parce qu'il y a eu une baisse dans certains secteurs industriels comme l'automobile, mais en fait, ça a été fortement compensé par d'autres secteurs, par les emballages, par les équipements médicaux, les masques, etc., qui ont vraiment boosté la demande de plastique au niveau mondial. J'ai aussi choisi de regarder un peu le kérosène, le jet. Donc ça correspond ce marché au marché du jet pour les avions, mais aussi au kérosène bas soufre pour le chauffage, donc qui est utilisé dans certains pays africains, mais aussi au Japon, en Corée du Sud, un petit peu au Royaume-Uni, un petit peu dans certains pays. Et donc, en fait, ce marché a été vraiment bouleversé par la crise. C'est la plus forte baisse de tous les produits pétroliers. On pense que la baisse a été de l'ordre de 40% en 2020, ce qui est du jamais vu, sachant que l'aviation est plutôt un secteur qui a augmenté quasiment chaque année, je dirais, depuis la Seconde Guerre mondiale. Et donc voilà, avec la fermeture des frontières, le fait que les gens restaient chez eux et ne voulaient pas voyager, on a vraiment eu cette baisse. On a aussi eu un impact des réunions en ligne, hein, comme on fait aujourd'hui. Et donc, même si la part du business travel n'est pas forcément la plus importante, c'est environ 10% de la demande
de services, enfin d'aviation, c'est quand même une part non négligeable et c'est aussi un secteur qui est profitable pour les compagnies aériennes. Donc, en fait, la demande va rattraper petit à petit ces prochaines années, mais ça va mettre du temps. On pense que ce ne sera pas effectif avant 2023 ou 2024 parce que tout simplement, ça va prendre du temps de réouvrir les frontières. Les gens vont mettre du temps à voyager parce qu'ils ne vont pas forcément avoir l'argent pour le faire au début. Et donc, ce rattrapage va prendre du temps et c'est un secteur qui va continuer d'être fortement impacté par la pandémie. Alors, on a essayé, on s'est posé la question en fait quand on a modélisé la demande mondiale de pétrole, on s'est rendu compte qu'elle allait augmenter dans les prochaines années, comme je vous l'ai dit, d'environ 4,3 millions de barils jour. Et on s'est dit, ce n'est pas forcément compatible avec les objectifs climatiques qui sont de plus en plus mis en exergue par les gouvernements mondiaux. Et on s'est demandé ce qu'on pourrait faire pour que la demande atteigne un pic dans les prochaines années, si c'était faisable. La conclusion, c'est que ce n'est pas forcément très réaliste parce que, comme je vous l'ai expliqué, il y a de nombreux pays qui continuent de se développer et qui vont utiliser le pétrole pour ça. Mais il y a quand même une possibilité que la demande atteigne un pic, en particulier sur certains types de produits pétroliers comme l'essence. On pense que la demande va ne jamais augmenter à son niveau pré-crise. Et on pense qu'il va y avoir un pic de la demande d'essence. Mais si on prend tous les produits pétroliers, ça semble peu probable. Il faudrait vraiment que les gouvernements mettent en place des politiques très importantes de baisse de la demande de pétrole, d'efficacité énergétique et aussi de changement des comportements en axant leur politique sur le télétravail, par exemple. Il faudrait aussi sûrement subventionner davantage les véhicules électriques et d'autres politiques comme la fin de l'utilisation du pétrole pour la production d'électricité, ce genre de choses, pourraient aussi avoir un impact. Mais il faudrait vraiment que les gouvernements prennent toutes ces mesures et qu'ils les prennent tout de suite pour que l'impact se voit sur les 6 prochaines années. Donc, on pense que ce ne sera pas le cas, mais voilà, c'est un scénario qui, évidemment, n'est pas complètement à ne pas considérer, mais voilà, c'est peu probable. Alors, j'ai pas mal parlé jusqu'à maintenant de la demande de pétrole, mais l'autre importante variable du marché, c'est l'offre. L'offre, elle a été moins importante peut-être depuis 1 an ou 2 que la demande, parce que la pandémie, c'est vraiment un choc de la demande. C'est une baisse de la consommation induite par des politiques publiques et par la peur du virus. Et l'offre a dû suivre en fait cette baisse de la demande. Elle a dû s'adapter à la demande plus que l'inverse. C'est assez intéressant parce que c'est pas forcément ce qui s'est passé par le passé dans le secteur pétrolier. Si on prend en particulier les années 2010, quand le baril était au-dessus de $100 par baril, c'était plutôt des chocs de l'offre à l'époque qui impactaient le marché avec des baisses de production dans certains pays qui chamboulaient un peu tout. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et donc, on a vu une baisse des investissements pétroliers depuis… alors déjà, une stagnation depuis 2015 et une baisse en 2020 d'environ 1/3 des investissements dans le secteur qui correspondent à le fait que la demande baisse et donc les compagnies ont moins besoin d'investir et certaines même font faillite ou n'ont plus les moyens d'investir dans de nouveaux puits de production. C'est aussi de plus en plus compliqué pour certains producteurs de financer les puits de production parce qu'on se rend compte qu'il y a de plus en plus un mouvement mondial vers la lutte contre le changement climatique.
et de moins en moins d'investisseurs ont envie de financer les puits de production, même si à l'heure actuelle, ça reste un phénomène peut-être un peu marginal, mais c'est pas complètement à ignorer non plus. Alors, je regarde. J'hésite un petit peu. Je regarde s'il y a des questions jusqu'à maintenant. Alors, j'ai une question sur des produits, sur des projets pétroliers en Afrique subsaharienne. Je pensais le mentionner bientôt. Donc, je vais répondre à cette question un peu plus tard. Dans la mesure où les grands constructeurs automobiles switchent sur les véhicules électriques, peut-on réellement penser que le parc automobile africain restera thermique? C'est une très bonne question. Je pense que vous connaissez mieux que moi parce que vous connaissez ce secteur étant basé en Afrique, mais je pense que les deux vont rester importants en fait dans les prochaines années. Je pense que effectivement, les véhicules thermiques vont continuer de jouer un rôle en Afrique et dans le reste du monde. Je pense que à l'heure actuelle, si on regarde la part mondiale des ventes de véhicules électriques, c'est quelque chose comme 5%, 4-5% des ventes de véhicules dans le monde. Donc ça reste une part petite finalement, qui est en forte hausse. Mais voilà, je pense que ça va forcément aussi augmenter un petit peu en Afrique, mais je pense que ça va prendre du temps et ça ne va pas forcément peut-être impacter tout de suite le marché. Mais après, je serais intéressé d'avoir votre avis aussi sur ce sujet. Tu veux intervenir, Arnaud? Peut-être juste pour donner un chiffre que j'ai en tête, aujourd'hui, le parc africain est assez limité. On a 15 véhicules pour 1000 personnes, donc c'est le niveau le plus faible, mais c'est quelque chose qui va être amené à augmenter en même temps que la population augmente. Donc on s'attend vraiment à avoir plus de véhicules sur les routes africaines dans les prochaines décennies. Aujourd'hui, l'essentiel du parc est thermique et c'est notamment des voitures de seconde main importées qui sont très anciennes, donc qui sont majoritairement thermiques. De Tout à l'électrique, je fait. pense qu'on voit certains projets assez innovants. Alors j'ai en tête quelques pays d'Afrique de l'Est, notamment sur des véhicules 2 ou 3 roues, où là on a de plus en plus de projets avec des véhicules électriques, mais c'est encore quelque chose d'assez émergent. Mais c'est un sujet sur lequel les politiques peuvent influer en mettant, je pense, en place des normes ou des restrictions sur les importations ou en mettant en place des standards sur les véhicules qui constituent le parc africain. Ouais, ouais, tout à fait. C'est marrant, je pensais à peu près en ces termes-là aussi. Alors, il y a une autre question, encore une fois, sur les véhicules électriques. Qu'en est-il de la venue de véhicules électriques sur le pétrole? Il y a un fort impact, il y a une forte augmentation des ventes de véhicules électriques dans le monde, en particulier en Europe depuis l'an dernier. La Commission européenne, l'Union européenne a passé une directive en fait qui force les constructeurs à baisser leurs émissions fortement et qui en fait les a forcés à vraiment investir dans l'électrique et à mettre de plus en plus de véhicules électriques sur le marché. Donc on s'est rendu compte que l'an dernier, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais dans des pays comme l'Allemagne ou la France, on a eu quelque chose comme entre 10 et 20% des ventes étaient des véhicules électriques. Donc une très forte augmentation de la part des véhicules électriques. Mais qui, voilà, pour l'instant, est relativement limitée à l'Europe, à la Chine aussi, qui reste, la Chine, c'est environ la moitié du marché mondial du véhicule électrique, et à l'Amérique du Nord. Mais c'est une part non négligeable. C'est vraiment un secteur qui est en pleine hausse. Et nous, on prévoit une augmentation dans les prochaines années. Si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer nos chiffres exacts. Voilà, on est aligné dans notre rapport sur les prévisions du World Energy Outlook. Donc je crois qu'on a quelque chose comme 60 millions de véhicules électriques sur les routes en 2026. Voilà, donc c'est une forte augmentation. Alors, j'ai une autre question, et puis après, je reprends le cours de la présentation peut-être, qui est sur... pardon, ça bouge. Quelles sont les principales causes du déclin de la demande pétrolière après le pic de 2026?
Alors, je ne suis pas dans l'équipe qui fait les prévisions de long terme, donc je suis peut-être un peu moins amené à répondre. Enfin, je suis peut-être un peu moins expert sur ce sujet-là, mais d'après ce que j'ai compris, c'est en fait un plafonnement de la demande dans les pays développés avec, une forte augmentation de la part de l'électrique dans le transport et aussi des standards de consommation de, 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 de litres au 100, entre guillemets, pour les véhicules qui sont fortement plus restrictifs et plus bas qu'avant. Donc, on a un plafonnement dans le secteur des transports, de l'essence, du diesel, et qui en fait engendre un petit peu ce plafonnement de la demande de pétrole. Mais c'est encore un débat, je veux dire, c'est encore très incertain parce que c'est le long terme. Si on prend les prévisions du World Energy Outlook, je ne crois pas qu'il y ait de plafond de la demande de pétrole atteint avant 2040-2045. Donc, il y a encore 20 bonnes années avant que ça arrive et c'est très incertain. Et un peu comme je vous disais pour le court terme, la pétrochimie est l'autre versant de cette pièce, c'est-à-dire que la pétrochimie drive beaucoup la demande de pétrole. Et même jusqu'en 2030-2040, ça reste un facteur haussier de la demande de pétrole. Voilà. Alors, je reprends le cours de la présentation et puis après, je reprendrai quelques questions. Hop. Donc, je voulais aussi vous comparer un peu la demande et l'offre de pétrole. Vous voyez qu'on on prévoit une forte augmentation de la demande de pétrole entre 2020 et 2026. La plupart du temps, c'est du rattrapage de la crise, comme je disais. Est-ce qu'il y a des risques sur l'offre? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Si vous êtes trader sur le marché, c'est une question forcément que vous devez vous poser. C'est est-ce qu'il va y avoir une sous-capacité de production qui pourrait engendrer une hausse des prix? Alors nous, on pense que ça ne va pas être le cas. On pense qu'en fait, il y a relativement beaucoup de surplus de 2020 donc qui sont représentés par la zone jaune sur la barre de droite. Vous avez des surplus de 2020 du fait de la pandémie et vous avez aussi beaucoup de pays de l'OPEP qui ont coupé les vannes, qui ont coupé leur production pour en fait maintenir les prix à un niveau acceptable. Et donc, vous avez des surplus vous avez des puits qui ont été éteints et qui pourraient être allumés assez rapidement en fait dans beaucoup de pays de l'OPEP, en particulier au Moyen-Orient, donc en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, Koweït, etc. En Russie aussi. La Russie a fait un pacte avec l'OPEP pour baisser sa production. Donc, vous avez à l'heure actuelle pas mal de marge de manœuvre au niveau de l'offre. Si la demande augmentait plus fortement qu'on pense, on pense que l'offre pourrait absorber cette hausse de la demande. Et vous avez aussi le dernier facteur qui est toujours important depuis 10 ans, c'est les schistes aux États-Unis. Vous avez un secteur qui est très flexible. En quelques semaines, quelques mois, vous pouvez augmenter la production américaine en investissant dans plus de puits, en fait. C'est presque un processus industriel. Il suffit de c'est beaucoup de petits puits, mais qui ensemble contribuent à une augmentation forte de la production. Donc, on a vu déjà ce phénomène se faire en 2021 avec déjà une augmentation de la production américaine. Et la production américaine est disponible si vraiment il y a besoin de cette production sur le marché. Donc, j'ai divisé la hausse de l'offre de pétrole en fonction des plus gros producteurs mondiaux. Vous voyez que les États-Unis contribuent la part la plus importante de la hausse de la production entre maintenant et 2026. Ils sont leaders au niveau mondial, mais on pense que leur production va augmenter beaucoup moins qu'avant parce que les prix sont plus bas. Il y a moins de demandes de nouvelles productions. Mais les États-Unis restent très importants dans le marché. Et vous avez aussi les pays de l'OPEP, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Irak, le Koweït. Et
Et vous avez quelques pays comme le Brésil qui ont investi il y a 5-10 ans dans des puits offshore qui vont continuer de s'allumer progressivement au cours des prochaines années. Vous avez la Guyane, qui est voilà, un gros investissement à l'heure actuelle qui va apporter ses fruits dans les prochaines années. Et vous avez les sables bitumineux aussi au Canada qui vont a priori continuer d'augmenter aussi en production dans les prochaines années. Si on fait un focus Afrique, il y a un petit peu deux types de producteurs. Vous avez les producteurs établis type Angola, Nigeria, Algérie, qui sont membres de l'OPEP d'ailleurs. Et vous avez des producteurs nouveaux ou émergents ou en hausse, comme le Kenya, l'Ouganda et le Sénégal. Donc, plus en détail sur l'Ouganda et le Sénégal. Donc, on avait un projet, il me semble, en Ouganda qui va avoir le jour dans les prochaines années et qui devrait, je crois que la décision d'investissement devrait se faire dans les prochains mois. Donc, on a mis ce projet, nous, dans nos prévisions de production. Et on a aussi mis des investissements au Sénégal qui ont été retardés, qui devraient se faire aussi. Et aussi au Kenya. Donc, on pense que ces 3 pays vont augmenter leur production, même si, si on regarde au niveau mondial, ça va rester des relativement petits producteurs si on compare même aux pays africains comme l'Angola ou le Nigeria. Les pays de l'OPEP en Afrique, eux, on pense, vont voir une baisse de leur capacité de production. Donc je parle de la capacité de production parce que c'est ce qu'on regarde au niveau de l'OPEP, sachant que l'OPEP peut toujours décider d'augmenter ou de baisser sa production en fonction des quotas. Mais on voit en fait une baisse des investissements en Angola et au Nigeria qui, de notre avis, va réduire en fait la production pétrolière dans ces pays dans les prochaines années, même s'ils vont rester bien sûr des producteurs majeurs. Voilà. Si vous avez des questions plus approfondies sur la production africaine, en particulier sur les pays émergents, je peux avec plaisir vous envoyer plus de détails après la présentation sur les projets qu'on liste et ceux qu'on voit amener plus de production dans les prochaines années. Je ne vais pas forcément beaucoup parler des États-Unis. Comme je vous ai dit, la production va plutôt plafonner dans les prochaines années. Elle va augmenter, mais moins fortement qu'auparavant. Mais voilà, ça peut changer en fait en fonction des prix du pétrole. Si les prix du pétrole augmentent, la production américaine augmentera aussi. C'est vraiment la plus flexible au niveau mondial de ce point de vue-là. Voilà, je voulais aussi... alors, j'hésite. Est-ce que je commence par Alors, je vais peut-être traiter quelques questions et après, je finirai ma présentation par le raffinage. Alors, vous avez parlé du kérosène chauffage. Pouvez-vous nous dire combien de ménages ont perdu un accès à l'énergie? Alors, désolé, je n'ai pas la réponse à cette question. Ce n'est pas forcément quelque chose que je regarde de près. Arnaud, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Alors, je n'ai pas de chiffres précis en tête, mais c'est vrai que quand on analyse la part de la population qui n'a pas accès à l'électricité ou qui n'a pas accès à des moyens de cuisson modernes, il y a évidemment des gens qui reposent sur le kérosène, soit sous forme de pétrole lampant pour s'éclairer, soit du kérosène pour cuisiner. Ce sont des chiffres qui diminuent, mais qui, l'an dernier, en raison de la crise du Covid, ont augmenté à nouveau. Donc, on a observé qu'en Afrique, en 2020, le nombre de personnes qui n'avaient pas accès à l'électricité a augmenté à nouveau. Alors, je ne sais pas si c'est directement lié aux questions du kérosène, mais ce qu'on a aussi observé, c'est que des personnes qui étaient connectées à l'électricité ou bien qui disposaient de moyens modernes de cuisson comme le GPL ont parfois, et pour des raisons financières, rebasculé sur des moyens plus basiques comme la biomasse d'usage traditionnel ou bien comme le kérosène. Et j'ai en tête un exemple qui est l'Indonésie, qui est un pays où il y a un usage très important de kérosène, principalement pour la cuisson.
pour l'Afrique. Vous avez peut-être plus d'informations que nous là-dessus, et n'hésitez pas à les partager. Ouais. L'Inde aussi consomme beaucoup de kérosène pour sa cuisson, même si c'est en baisse parce que le LPG est favorisé depuis quelques années. Alors, la part de marché, alors c'est plutôt une affirmation qu'une question, mais je suis assez d'accord. La part de marché des véhicules électriques en Afrique dépendra de la mise en place d'un écosystème dédié avec la mise en place des bornes de recharge avec de l'électricité de sources renouvelables. Tout à fait, je suis d'accord avec cette affirmation. Est-ce que les biocarburants sont en mesure de remplacer quantitativement le pétrole d'origine fossile d'ici à 2050? Alors, on a des chiffres sur les biocarburants, mais ça reste non. En gros, non. Je crois qu'il faudrait, en gros, baisser la part de zones cultivables de manière drastique pour que ce soit le cas. Et donc, c'est de ce que je comprends pas faisable. Alors, on prévoit une augmentation des biocarburants dans les prochaines années, mais voilà, c'est de manière assez marginale. Et voilà, à l'heure actuelle, la part du marché des biocarburants, elle reste relativement faible. C'est principalement en Europe, en Amérique du Nord. Et un petit peu en Asie, vous avez des niveaux de blending qui sont obligatoires, voilà, entre 8 et 10% typiquement. Mais voilà, c'est une part du marché même pour l'Europe et l'Amérique du Nord qui est relativement faible. Mais voilà, qui augmente fortement, mais qui voilà, n'est pas du tout en mesure de remplacer le pétrole d'origine fossile. Peut-être Olivier, parce que j'ai sous les yeux des chiffres de nos projections de long terme. En 2019, on était à peu près 100 millions de tonnes équivalent pétrole de biocarburants liquides. Et d'ici 2040, on s'attend à un doublement de ce niveau dans un scénario de politique annoncée, dans un scénario plus ambitieux qui intègre des objectifs climat et donc des politiques plus volontaristes pour augmenter peut-être le niveau de blending, de mélange, comme tu dis, ou pour favoriser la consommation des biocarburants. On arriverait à un triplement de la consommation de biocarburants liquides. Mais je pense, comme tu dis, ça reste sur des niveaux qui sont extrêmement faibles en comparaison de la consommation de produits pétroliers. Merci Arnaud. Il y a une autre question pour les producteurs indépendants en électricité introduits dans les mix de production africains à partir des années 1990. Vont-ils continuer à utiliser majoritairement du thermique ou passer à du renouvelable? Alors là, encore une fois, j'ai peut-être pas forcément une réponse très précise à vous apporter. Je pense que ça va vraiment dépendre des politiques voilà, des États africains, en fait. Il y a, je pense, dans beaucoup de pays africains, il y a une ressource renouvelable qui est majeure et qui pourrait être exploitée, c'est sûr et certain. Quand on voit la baisse des coûts dans le solaire, même dans l'éolien, c'est vraiment un fort potentiel pour l'Afrique. Voilà, après, dans les 5-6 prochaines années, c'est difficile de vous apporter une réponse. Je pense que voilà, nous, on n'a pas forcément modélisé une baisse drastique de la part du thermique voilà, dans la production d'électricité dans les prochaines années. Mais nous, dans mon équipe, on s'intéresse vraiment au secteur du pétrole, des transports. Et en fait, le pétrole, même s'il est utilisé dans certains cas, c'est vraiment pas un gros volume, en fait. Donc, voilà. Je ne sais pas si Arnaud, tu veux rajouter quelque chose ou si... Oui, peut-être un mot, et pour répondre en même temps, à faire le lien avec une autre question. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Afrique dispose de ressources, notamment renouvelables, qui sont extrêmement diversifiées. On a des pays qui ont des bouquets assez complets d'énergie renouvelable. Donc, avec l'avantage de pouvoir s'émanciper de plus en plus du thermique
pour faire de l'électricité. Si on regarde l'Afrique centrale, il y a une part prédominante de l'hydro qui fait plus des 3/4 de la production d'électricité. On a des zones en Afrique de l'Est où on a un potentiel de géothermie très important. Et là, on parle de centrales qui sont pilotables et on ne parle pas d'énergie intermittente comme le solaire et l'éolien. Dans des pays où on a besoin de centrales de base qui seraient thermiques, ce qu'on observe, et c'est le cas au Sénégal notamment, c'est de plus en plus un passage du pétrole à du gaz, qui est une ressource qui émet moins de CO2 à, à la combustion, et donc qui permet d'avoir de l'électricité sur des centrales de base un petit peu moins carbonées que celle du pétrole. Je vais peut-être reprendre juste la dernière partie de la présentation et puis après, on regardera encore les questions. Alors, je voulais juste parler du raffinage parce que c'est quand même un secteur important dans la chaîne de production pétrolière. Vous avez, en fait, à l'heure actuelle, c'est un secteur en crise au niveau mondial parce que, en fait, la demande a fortement baissé. Donc, tout d'un coup, les raffineries ont moins de clients et il y a des surcapacités sur le marché, donc de l'ordre de 20 millions de barils de jour, ce qui est vraiment énorme. Hein. C'est 20%. En gros, il y a 20% du marché, il y a 20% de surapprovisionnement sur le marché des produits raffinés. Alors, c'est bien d'avoir plus de capacité de production que de demande, hein, parce qu'il y a toujours des raffineries qui font de la maintenance ou qui ont des problèmes techniques, des pannes, des accidents. Donc pour cette raison, il y a toujours un surplus, mais 20 millions de barils de jour, c'est vraiment beaucoup. Et donc, si on additionne en plus tous les projets d'expansion, soit de nouvelles raffineries, soit d'expansion de raffineries existantes, on se rend compte qu'en fait, il va y avoir encore une augmentation dans les prochaines années qui n'est pas forcément vraiment compensée par des annonces de fermeture. Hein, donc, vous voyez sur ce graphique, on voit en fait, on estime qu'à l'heure actuelle, dans l'état des choses, entre 2020 et 2026, on voit qu'il va y avoir une augmentation de 5 millions de barils de jour des capacités de raffinage nettes au niveau mondial. Ce qui n'est pas forcément possible, j'ai envie de dire, parce que le secteur va continuer d'être en crise pendant trop longtemps si c'est le cas. Donc, il y a de fortes chances qu'il y ait des fermetures qui soient annoncées pour cette raison. En particulier, dans les pays où la demande va plafonner ou baisser, donc en Europe, en Amérique du Nord. Voilà, c'est un secteur qui est en crise à l'heure actuelle. On pense, nous, dans notre équipe, qu'on va assister dans les prochaines années à la troisième grande rationalisation du secteur depuis le début du pétrole. La première, c'était dans les années 1980, quand la capacité de raffinage a baissé de 7 millions de barils de jour. La deuxième, c'était après la crise de 2008. Et on pense qu'on va assister à la troisième phase de rationalisation dans les prochaines années, avec sûrement jusqu'à 6 millions de barils de jour qui pourraient fermer. Voilà. C'est, comme je vous ai dit, surtout en Europe, surtout en Amérique du Nord, mais peut-être aussi ailleurs. Alors, l'Afrique est vraiment un peu unique dans ce scénario-là parce que l'Afrique, à l'heure actuelle, n'a pas assez de capacité de raffinage pour satisfaire sa demande. Et donc, l'Afrique est plutôt dans une position où elle cherche à investir dans le raffinage pour approvisionner son économie. Et donc, dans le cas de l'Afrique, on pense qu'il va y avoir un très gros investissement au Nigeria qui est en cours, avec la raffinerie de Lekki, la raffinerie Dangote, mais aussi sûrement en Ouganda, en Égypte. Voilà, donc il va y avoir une augmentation de la capacité de raffinage en Afrique qui ne va pas forcément se faire au niveau mondial avec la rationalisation. Donc on se rend compte que l'Asie
va rester le gros importateur de produits raffinés dans les 5-6 prochaines années. Encore une fois, parce que sa demande va augmenter et qu'elle ne raffine pas assez elle-même. Hein, donc, c'est voilà, un continent qui va rester en fait dépendant de l'extérieur, en particulier du Moyen-Orient, de l'Europe, pour voilà, alimenter sa demande. L'Afrique, elle, avec ses investissements qui sont prévus dans les prochaines années, risque d'être un petit peu moins dépendante des importations. Voilà, c'est clairement la raffinerie qui fait la différence. Hein, c'est la raffinerie Dangote qui est vraiment massive, donc qui va forcément contribuer à réduire fortement les importations nigériennes. Voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire sur le raffinage. Si vous avez des questions sur le raffinage, n'hésitez pas. Je vais peut-être regarder s'il y a d'autres questions en attendant. Il y avait quelques questions, Olivier, sur l'exploration et aussi sur les niveaux d'investissement, que ce soit pour l'exploration-production. Je crois que sur les investissements, tu avais une diapositive sur l'évolution des investissements dans l'industrie. La question était plus spécifiquement sur l'Afrique. Je ne sais pas si tu as des... Alors, est-ce que j'ai des chiffres sur les investissements? Alors, on en a, mais je ne les ai pas sur moi là. Il faudrait que je regarde en détail. Donc, c'est le genre de questions, il faudrait que je vous fasse un retour. Je ne sais pas. Là, on a des chiffres, clairement, mais je ne les connais pas. Peut-être ce que j'ai en tête de nos collègues qui font le World Energy Investment. En 2020, les investissements dans le secteur de l'énergie ont chuté par rapport à 2019 pour tous les secteurs. C'était une baisse de 20% dans le monde, et en Afrique, c'était plus important. C'était une baisse de 30%. Et l'essentiel de cette chute des investissements, ça a été pour le secteur oil and gas. À l'inverse, les investissements dans les renouvelables ont fortement augmenté en Afrique l'an dernier, même si on part de niveaux qui sont relativement faibles. Voilà, j'avais juste ça en tête, mais pas de chiffres plus précis. Très bien. Alors, mon email, je ne sais pas si on peut le donner, ici, il n'y a pas de problème pour moi. Ouais. Donc, mon email, c'est Olivier, Olivier, .lejeune, Lejeune, tout en un mot, @iea.org. iea.org. Voilà. Donc, si vous voulez me contacter, il n'y a pas de problème. J'essaierai de répondre à vos questions le plus rapidement possible. Le fait que les techniques... une nouvelle question. Le fait que les techniques de recherche pétrolière s'améliorent. On peut aller chercher de l'offshore profond, voire très profond, c'est tout à fait vrai. Ne va-t-il pas conduire à une augmentation de la demande de pétrole? Alors, c'est une très bonne question. C'est possible, effectivement, qu'il y ait un effet de contrebalance, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, c'est plutôt un terme anglais, en fait, qu'il y ait un effet, en fait, inverse, effectivement, que avec une augmentation de l'offre, en fait, ce qu'on verrait, c'est une baisse des prix du pétrole qui, à son tour, engendrerait une augmentation de la demande de pétrole. On se rend compte au niveau historique que quand le prix du pétrole baisse, la demande a tendance à augmenter. Tout simplement parce que c'est moins cher d'utiliser du pétrole. Donc, voilà, les gens ont plus tendance à voyager, à consommer, à faire un peu moins attention, pour schématiser. Donc, c'est possible. Après, je ne pense pas que ce soit forcément le cas pour plusieurs raisons. La première, c'est que la demande de pétrole, même si elle répond effectivement à l'offre et au prix du pétrole, elle a tendance à être ce qu'on dit en économie peu élastique, c'est-à-dire qu'elle elle est impactée, mais pas de manière majeure par le prix. En fait, ce qui impacte plutôt la demande, c'est en fait les besoins d'utilisation de la demande de pétrole. Donc, c'est le développement du parc automobile, le développement des besoins de la pétrochimie. Voilà, c'est plutôt ça qui va impacter la demande sur le long terme. Et l'autre, j'avais une autre réponse à ça. C'était aussi qu'en fait, à l'heure actuelle, on se pose plutôt la question, et c'est un peu un changement de paradigme dans le marché, je dirais,
on se pose plutôt la question en fait du pic de la demande de pétrole en fait. On se demande plutôt en fait qu'est-ce qui va en fait amener à ce que cette demande baisse, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup de variables qui pourraient créer une baisse de la demande de pétrole dans les prochaines années. Donc on a parlé des véhicules électriques, il y a aussi les politiques climatiques d'une manière générale des gouvernements qui vont forcément impacter la demande de pétrole. Et puis l'innovation technologique, le fait que on trouve de nouvelles façons de ne pas forcément utiliser le pétrole dans les transports et dans d'autres secteurs. Donc, le phénomène que vous décrivez existe, mais voilà, je pense qu'il est marginal. Et voilà. Et la dernière réponse à cette question aussi, c'est qu'en fait, en général, quand même, c'est vrai qu'on peut trouver des ressources pétrolières à l'heure actuelle, mais en tout cas, en ce qui concerne l'offshore et l'offshore profond, c'est quand même une forme de production qui est assez chère. Mais c'est plutôt les schistes aujourd'hui qui amènent qui baissent le prix du pétrole, entre guillemets, parce qu'ils sont fortement disponibles et rapidement disponibles aussi. Voilà. Merci de nous expliquer brièvement les modèles de prévision que l'AIE utilise pour faire ses projections de l'offre et de la demande pétrolière et gazière dans le monde. Merci pour cette question. J'aurais peut-être dû en parler moi-même dans ma présentation. En fait, on utilise différents modèles en fonction des horizons qu'on considère. Donc, on utilise un modèle en particulier pour le très court terme, pour les 12 prochains mois, les 12-18 prochains mois. On utilise un modèle en fait qui va prendre en compte les données historiques mensuelles qu'on reçoit dans le monde entier, qui en fait va faire une analyse statistique avec ce qu'on appelle des régressions linéaires. Donc, c'est un modèle assez simple qui en fait prend en compte la relation entre la relation historique entre la demande de pétrole et le PIB et les prix du pétrole. Il y a deux variables en fait qui rentrent en jeu. Et donc, on prend en compte ces deux variables-là et on prend en fait, on regarde les prévisions économiques, on regarde la courbe avant des prix pétroliers et aussi tout ce qui se passe au niveau mondial dans les livraisons de pétrole. Et on fait nos prévisions en fonction de ça. Pour le moyen terme, les 5-6 prochaines années, c'est un petit peu différent. C'est assez similaire, mais c'est un petit peu différent parce que sur le moyen terme, vous avez en fait l'impact de nouvelles variables qui peut se rajouter, typiquement les véhicules électriques, les standards de consommation dans les véhicules thermiques. Il y a des phénomènes, toutes les régulations qui peuvent impacter la consommation du pétrole dans le secteur électrique, etc. Donc, on essaye de prendre en compte ces phénomènes-là qui n'ont pas forcément d'impact sur le court terme, mais qui ont un impact sur le moyen terme. Donc, en fait, on fait aussi un modèle statistique linéaire, mais on change en fait nos élasticités. On prend en compte ces phénomènes-là dans nos élasticités. Et la troisième fenêtre de prévision, c'est la fenêtre très long terme, donc qui est utilisée par le World Energy Outlook. Donc, je ne fais pas partie de cette équipe-là, mais je connais un petit peu la façon dont ils font les choses. Et en général, ils regardent d'autres variables comme la démographie, le PIB, enfin la consommation énergétique par tête d'habitant, ce genre de choses. Et ils regardent aussi surtout les politiques, les régulations, les politiques sur le transport, sur plein de secteurs différents, sur les bâtiments, sur la pétrochimie, etc., pour essayer de voir ce qui risque de se passer. Et aussi, en fait, ils font des scénarios en fonction en fonction des politiques climatiques en place. Donc, c'est une façon de faire un petit peu différente. C'est pas forcément
un modèle qui va vous dire c'est ce qui va se passer. C'est plutôt un modèle qui simule ce qui pourrait se passer en fonction des politiques publiques. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Arnaud, sur cette question. Non, non, exactement ça sur le long terme. Hein, peut-être pour préciser qu'on désagrège bien tous les secteurs de l'énergie, puisque du pétrole, on en a besoin dans les transports évidemment, mais aussi dans l'industrie, dans le secteur résidentiel quand on pense au GPL pour la cuisson. Donc c'est vrai que sur le long terme, on va vraiment partir des usages finaux, des besoins, comment va évoluer la population, comment va évoluer son besoin en cuisson, quels seront le portefeuille de technologies qui permettront de répondre à ces besoins, quelle est l'efficacité de chacune de ces technologies. Et pour tout ça, effectivement, on va s'appuyer sur des évolutions macroéconomiques. Alors, on ne sait pas toujours comment le taux d'équipement des ménages va évoluer à l'avenir, mais on peut regarder ce qui s'est passé dans d'autres pays, on peut regarder comment ça a été corrélé à l'évolution des revenus, du PIB par habitant, et selon les prévisions qu'on va avoir, par exemple, de l'IMF sur l'évolution des revenus au Bénin, au Sénégal ou ailleurs, on peut essayer de projeter ces variables d'activité et les consommations énergétiques qui en découlent. On a reçu une autre question sur l'hydrogène. La compétition annoncée de la filière hydrogène énergie, pile à combustible, dans le secteur du transport vis-à-vis des produits pétroliers à l'horizon 2030. Alors, c'est une très bonne question. C'est pas facile d'y répondre. Mais de notre point de vue, la contribution de l'hydrogène dans le secteur des transports, elle va être assez minime dans les 10 prochaines années. On ne modélise pas vraiment d'impact, en fait. On regarde vraiment plus l'impact du véhicule électrique. Il me semble que ça reste très, très, très cher de faire fonctionner l'hydrogène dans le secteur des transports. Et donc, à l'horizon des 5-6 prochaines années, et je dirais même 2030, je pense que sa contribution dans le secteur des transports va être relativement minime. À l'heure actuelle, l'hydrogène, il est plutôt utilisé dans le secteur du raffinage, voilà, et on parle aussi de l'hydrogène pour plein d'autres utilisations industrielles et dans le secteur électrique aussi. Comme une forme de stockage de l'énergie, mais voilà, là, on s'éloigne un petit peu du pétrole pour le coup. Donc voilà. De notre point de vue, la contribution de l'hydrogène va être faible dans les prochaines années. Peut-être pour rebondir sur l'autre question sur les véhicules électriques, tu me corriges si je me trompe, Olivier, mais je crois que ça va aussi dépendre de tout un écosystème ou d'infrastructures qui permettront d'avoir davantage de véhicules à hydrogène avec des stations de rechargement et avec un certain nombre d'équipements et d'infrastructures dont on ne dispose pas aujourd'hui. Tout à fait. Tout à fait. Le développement du véhicule électrique en Afrique subsaharienne ne va-t-il pas poser des problèmes de pointe comme en France? On pourrait s'attendre à une demande électrique forte. Si, forcément, je suis d'accord. Je pense que le véhicule électrique, forcément, a un impact sur la demande électrique. Et effectivement, en particulier sur les moments de la journée où la demande est forte, ça peut rajouter de la demande et créer des problèmes d'approvisionnement. Voilà, il y a des solutions à ça. Je ne suis pas forcément spécialiste, mais il y a des solutions qui existent pour recharger son véhicule, pas forcément au moment des pointes, mais des phases de pointe de la demande. Mais oui, c'est quelque chose à considérer. Je pense que ça peut être un problème. Est-ce que ça risque d'être un problème majeur sur les 5-6 prochaines années? Je ne le pense pas. Parce que, comme on l'a expliqué un petit peu auparavant, on pense que la part des véhicules électriques va quand même rester assez faible dans les prochaines années par rapport à la taille totale du parc automobile, en tout cas. Ça peut jouer à la marge dans les prochaines années. Après, sur plusieurs décennies, oui, ça peut avoir un impact plus important.
Mais voilà, j'ose espérer, je pense qu'il y aura des solutions technologiques voilà, d'ici plusieurs décennies pour gérer ce phénomène, avec notamment peut-être des questions de modération de la demande, du smart home, etc., pourraient emmener, qui pourraient aider un petit peu à absorber cet effet-là, quoi. Peut-être juste pour préciser que à la fin du mois, l'AIE va publier un rapport sur les perspectives globales des véhicules électriques. Donc, il y aura beaucoup plus d'informations là-dessus. Ça sortira le 29 avril. Alors, il y a une question. Quand on sait que statistiquement parlant, la probabilité pour qu'une prévision se réalise est pratiquement nulle, car on ne maîtrise pas souvent les facteurs qui peuvent influencer le cours des choses. Exemple du cas de la crise sanitaire, qui est un très bon exemple, effectivement. Quel crédit accorder à ces prévisions d'hydrocarbures que réalise l'AIE? Autrement dit, quelle est la probabilité pour que vos prévisions se réalisent? Écoutez, je vais pas vous dire qu'on est devin et qu'on nos prévisions vont se réaliser. Je, je peux simplement vous dire qu'on fait de notre mieux pour essayer d'anticiper tout ce qui peut se passer. Mais après, je suis d'accord avec vous. Il y a toujours des phénomènes qui ne peuvent pas être prédits. Et la pandémie est un très bon exemple. Même si c'est un exemple un peu extrême, je pense, parce que voilà, il n'y a pas non plus des pandémies tous les ans dans le monde, hein. Je pense que la dernière grosse pandémie, c'était il y a un siècle. Et effectivement, personne ne pouvait vraiment prédire le Covid. Et c'est vrai, c'est que si vous regardez nos prévisions d'avant le Covid, elles sont fausses, c'est vrai. Elles ne se sont pas réalisées. Voilà, après, je pense quand même que de modéliser l'avenir, ça reste quand même intéressant et utile parce que voilà, ça représente aujourd'hui en fait la meilleure vision possible entre guillemets de l'avenir. Et ça aussi, c'est un exercice qui force un peu l'auteur à se poser des questions sur justement qu'est-ce qui pourrait impacter la demande de pétrole, qu'est-ce qui pourrait impacter la demande d'énergie, quelles sont les variables qui voilà, peuvent rentrer en compte, même si effectivement cet exercice il est forcément imparfait. Je suis d'accord avec vous. Voilà, mais je peux vraiment vous dire qu'on fait de notre mieux pour que, voilà, faire le moins d'erreurs possible, entre guillemets, pour essayer de prédire l'avenir le plus sérieusement possible et on met toutes les ressources pour le faire. Mais vous avez raison, l'avenir ne peut jamais être complètement prédit. Mais je pense quand même qu'il y a une valeur à cet exercice. Peut-être juste deux Ouais. citations là-dessus. Enfin, je pense que je te rejoins complètement, Olivier, sur le fait qu'on n'a évidemment pas de boule de cristal, mais peut-être deux pensées que je vous jette. La première, c'est une citation d'un statisticien britannique qui dit que tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Donc ça, c'est évidemment la posture d'humilité où on ne sait pas ce qui va se produire, mais en se posant la question, on peut essayer d'avoir au moins des réflexions, trouver des éléments de réponse. Et la deuxième citation qui me vient de Gaston Berger, donc, qui est un philosophe prospectiviste, c'est regarder l'avenir, c'est déjà le changer. Donc c'est sûr que si on ne se pose pas la question de ce qui va se passer, on n'a pas de chance de pouvoir avoir un impact sur comment les choses évolueraient. Voilà, pardon pour la parenthèse, je te laisse reprendre sur les questions sur le pic, Olivier. Ouais. Et une nouvelle question. Dans la théorie économique, on nous a enseigné le peak oil, ensuite le peak demand. Donc c'est vrai. Dans les années 2000-2010, on parlait d'un pic des approvisionnements de pétrole. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les prix du pétrole ont fortement augmenté à cette époque, jusqu'à atteindre 148 Alors, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais de mon côté, Olivier est bloqué. complètement dire qu'il ne pourrait pas y avoir un retournement de la situation. Moi, je le dis toujours, ce qu'on a sous nos yeux, effectivement, ce n'est pas forcément ce qui va se passer dans 5-10 ans.
Et c'est possible que les investissements dans la production pétrolière baissent fortement ces prochaines années et que ça engendre un choc de l'offre. C'est une vraie possibilité, ça reste toujours une possibilité dans le secteur pétrolier. On a eu une multitude de chocs de l'offre depuis le 19e siècle, depuis que le pétrole existe. Et on ne peut pas dire, je pense, aujourd'hui qu'il n'y aura plus de choc de l'offre de pétrole. Mais de notre point de vue, ils sont, en tout cas dans le court et moyen terme, peu probables du fait des surapprovisionnements qui existent. Mais voilà, c'est vrai que s'il n'y a pas du tout d'investissement dans le secteur, à terme, ça peut engendrer un choc de l'offre. C'est d'ailleurs l'un des messages un peu de l'AIE, de notre directeur exécutif qui rappelle régulièrement que si évidemment la priorité c'est de lutter contre le changement climatique et de considérer la transition énergétique, on ne peut pas complètement oublier les énergies fossiles dans les 5, 10, 15, 20 prochaines années, parce qu'elles ont encore un rôle à jouer. Et voilà, si on cesse tout investissement, effectivement, on peut se retrouver avec un problème. Voilà. On arrive un petit peu au terme du temps, donc s'il y a d'autres questions, peut-être qu'on peut y répondre un peu plus tard par écrit, Olivier. Sauf si tu envoies une auquel tu veux répondre rapidement. Alors, il y a une question qui nous demande si on peut partager nos modèles de prévision. On peut partager, on peut certainement discuter avec vous de la façon dont ça fonctionne et de la façon dont voilà, on modélise les choses, nos hypothèses, etc. On peut aussi partager les résultats du modèle, partager le modèle lui-même. On ne fait pas ça en général, mais voilà, on peut en discuter. C'est quelque chose qu'on peut discuter avec vous si ça vous intéresse. Pardon. Peut-être pour ajouter dans le cadre du programme de formation qu'on déploie pour l'Afrique subsaharienne, il y a des outils qu'on propose, qu'on met à disposition. Donc, on avait eu une session spécifique sur la modélisation de l'approvisionnement énergétique et notamment des combustibles fossiles, avec des petits exercices déjà sur Excel qui permettent d'anticiper comment la demande, le raffinage, l'offre pourrait évoluer à horizon 20 ans. Donc, on peut tout à fait déjà partager ça et en effet, au besoin, répondre à des questions spécifiques pour vous appuyer dans ces exercices. Très bien, tout à fait. Écoutez, je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Merci beaucoup. Il y avait vraiment beaucoup de questions, donc c'est vraiment super. Merci beaucoup pour ça. Et puis, merci pour votre temps voilà, de nous avoir écoutés pendant 1 heure dans votre journée. Et puis, voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, des besoins multiples. On sera disponible. Merci beaucoup, Olivier, pour ton temps et pour tout ce que tu as partagé. Et merci effectivement à vous tous pour votre participation aujourd'hui. On se retrouve dans un mois pour un nouveau webinaire sous ce même format où on présentera le rapport de l'AIE sur les consommations énergétiques et sur les émissions de CO2 globales, à la fois sur l'année 2020 et sur nos premières prévisions sur l'année 2021. Donc, ça permettra d'avoir un aperçu vraiment très large de l'ensemble du secteur énergétique, tout fuel, tout combustible, toute technologie confondue. Voilà, donc merci beaucoup à tous et très bonne journée. Et merci Olivier. Bonne journée à tous. Au revoir.